La rue de la grande ville. Charles Baudelaire, Georg Simmel, Walter Benjamin, les surréalistes ont aimé les rues de la grande ville. Ils ont rendu compte de la complexité de son organisation socio-spatiale, réelle, imaginaire et symbolique, en mettant l'accent sur l'intensité des expériences qu'elle suscitait, sur les manières dont les corporéités et les socialités étaient affectées, et sur des pratiques définissant aussi bien une certaine économie affective qu'une nouvelle façon de vivre. La rue dont il parle ne se présente pas seulement comme un espace d'expression politique, mais comme un lieu où l'on flâne, vit, s'arrête. Les différences y coexistent, le riche et le pauvre s'y croisent. Des relations ritualisées et aléatoires s'y établissent. C'est l'espace du familier et de l'inattendu. Bien que contrôlée, elle reste ouverte aux diversités, aux événements, aux stimulations de toutes sortes, aux risques, aux rencontres. Dès le milieu du XIXe siècle, Baudelaire, cherchant à exprimer les profondes mutations en cours, a utilisé le terme de modernité pour appréhender ce qu'il en était du nouveau citadin. Je cite, « Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme tel que je l'ai décrit, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. » Fin de citation, issue des curiosités esthétiques. Ce thème baudelairien de la modernité désigne la fugitivité humaine, l'éphémère du temps, la fascination sensuelle de la ville artificielle tout autant que le rejet de ce milieu qui sécrète aussi la détresse, le spleen et la mélancolie. Simmel a fait également de la grande ville du début du XXe siècle un thème majeur d'une pensée de la modernité. Insistant sur son caractère cosmopolite, lié au brassage des temporalités et des mobilités, il a souligné combien l'ambivalence fondamentale de l'anonymat et l'intensification de la vie nerveuse, par la multiplication des sollicitations, conduisent à des attitudes de distanciation. La figure de l'étranger lui est apparue comme particulièrement significative de cette modernité, en ce que l'étranger est porteur d'une altérité au sein même du milieu urbain. Ce terme de modernité a été commenté et repris par Walter Benjamin avec la figure du passant, qui incarne une nouvelle façon d'être. Walter Benjamin marche et flâne, lui aussi, dans les rues et sur les boulevards de Paris. Face à l'ordre imposé par Haussmann, il rend compte du bouleversement qui se manifeste dans la grande ville par la juxtaposition d'hommes solitaires dans une foule anonyme. Mais aussi, il témoigne des trajets singuliers et des rapprochements qu'elle suscite. Ces analyses décrivent comment la grande ville et ses rues sont un lieu-monde qui suscite des chocs émotionnels et réveille d'une certaine léthargie. Mais il parle aussi d'une expérience devenue de plus en plus pauvre avec l'industrialisation de masse, risquant d'entraîner une perte du monde. Pourtant, c'est avec les Siam qu'un coup de boutoir allait être directement porté à la rue. Les principes d'urbanisme énoncés dans la charte d'Athènes en 1941, qui visaient à créer un nouveau monde et un homme nouveau, supposaient la tabula rasa d'une rue dépréciée parce que trop gorgée de sens, de sédimentations historiques, de traces. Le Corbusier a rejeté la rue traditionnelle, considérée comme trop sale, trop sombre, pas assez rectiligne et pas assez large. Il a opté pour une démarche hygiéniste associée à un modèle issu de l'industrie, basé sur une production en série et une séparation des fonctions, circuler, habiter, travailler, se distraire. Ainsi, dès les années 20, Le Corbusier avait cherché à adapter la ville aux voitures en explorant des scénarios dans lesquels la rue serait remplacée par des voies de circulation, isolant les piétons des automobiles. Ces scénarios devaient permettre de mieux habiter et de mieux organiser les territoires grâce à des maillages de voies de mobilité aux vitesses différenciées. Force est de constater, en ce début du XXIe siècle, que la condition urbaine se présente fort différemment de celle que nous ont décrite Simmel et Benjamin. La doctrine de la suppression de la rue et de sa substitution par des réseaux de déplacements automobiles a été prémonitoire des évolutions qui se sont étendues de façon planétaire. L'invasion automobile a conduit à un espace urbain saturé, pollué, bruyant, et des voies rapides ont installé des coupures non seulement entre les voies de circulation, mais aussi au cœur des territoires, déstructurant quartiers et villages. La montée préoccupante des phénomènes de repli
de disparité sociale, d'exclusion et de précarité, ainsi que la plainte à propos d'une désurbanité grandissante, sont désormais passés au premier plan. Richard Sennett pointe du doigt la façon dont les sociétés urbaines, où se multiplient les situations de promiscuité ou de croisement, évoluent de façon critique vers une neutralisation des espaces et vers des, je cite, tyrannies de l'intimité. Je cite encore, « Notre société est en proie à des stimuli incroyablement variés et complexes sur les plans économiques, politiques et érotiques. Mais les codes de l'intériorité et de l'unité qui ont modelé notre culture nous gênent pour faire face au fait de la diversité. Nous avons du mal à concevoir l'expérience de la différence comme une valeur humaine positive. Face à l'ampleur croissante que prennent les différences dans la ville, les personnes ont tendance à se replier sur l'échelle locale, intime, communautaire. » Fin de citation. Cette tendance à privilégier le repli sur le chez-soi ou sur l'entre-soi des résidences fermées est renforcée par une juxtaposition souvent brutale du public et du privé en des formes d'habitat sans transition. Elle l'est également par une suburbanisation qui se répand avec l'ampleur et l'efficacité des réseaux. Certes, le coût des loyers au cœur de certaines villes peut conduire à s'en éloigner, mais aussi l'augmentation du temps libre et l'attrait de la maison et de son jardin auprès d'urbains fortement imprégnés d'un imaginaire rural. L'idée de monde champêtre étant devenue pour beaucoup l'antidote de la ville dont ils veulent pourtant aussi bénéficier. En fait, c'est toute une structuration des établissements humains qui s'estompe au profit de nouvelles configurations territoriales dans lesquelles le domaine du public se trouve de plus en plus confisqué. La rue est assaillie par la privatisation et la sécurisation, par les logiques d'un découpage marchand basé sur de grandes acquisitions foncières et des spécialisations fonctionnelles et commerciales. Des blocs déterminés comme autonomes, si ce n'est en dehors de leur liaison à des réseaux, fabriquent de vastes territoires privés rigides, peut-être encore moins transformables que ceux issus du zoning de la planification urbaine. Et la séparation des fonctions qui s'est imposée a produit des espaces commerciaux aux formes captatrices, des rues piétonnières illuminées, voire disneylandisées, dédiées principalement aux boutiques et aux achats, ou des centres commerçants fermés, édifiés, comme alternative à l'activité piétonne des rues commerçantes traditionnelles. En rupture avec une vie urbaine qui serait menaçante, ces espaces ouverts au public veulent donner l'impression d'offrir protection et sécurité. On ne peut que constater que le phénomène de privatisation des territoires urbains qui s'étend dans le monde entier, de Los Angeles à Paris ou São Paulo, peut aller jusqu'à des quartiers fermés. La rue étant alors moins traitée comme un lieu potentiel d'urbanité qu'un espace de danger, de conflit et de désordre, du fait qu'elle expose aux agressions automobiles, à la délinquance, et que la misère peut y côtoyer l'opulence. Il est préconisé d'en réduire l'accès afin de la réserver à certains usagers. Dans les années 60, Jane Jacobs considérait que les rues que s'approprient les piétons sont plus sûres. D'autres études, notamment à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1975, ont par ailleurs mis l'accent sur la possibilité d'inverser des situations d'instabilité et de dégradation par des scénarios de rues fermées et privées, phénomène de street gating, ou par des scénarios d'open street communities, comme par exemple à Bologne, via Fondazza ou via Brocca-Indosso, où on peut même voir un panneau sur lequel est inscrit « Cette rue est entretenue et nettoyée par ses habitants parce qu'elle est un bien commun ». Oscar Newman, qui a été un des instigateurs des street gating, a insisté sur l'impact de la participation financière des résidents pour introduire un sentiment de propriété les incitant à simplifier et à défendre les espaces de l'habitat urbain, estimant que, je cite, « payer la moitié du coût des modifications donne aux résidents un sentiment d'appropriation vis-à-vis des grilles d'entrée et des rues semi-privées ainsi créées. » Fin de citation. D'anciennes rues sont alors bloquées par des grilles et transformées en cul-de-sac afin de réduire les flux et contrôler les entrées et sorties. Ces scénarios d'espaces défendables et de propriétés réservées entraînent un changement considérable de statut et de nature de l'espace public. Même si en France l'idée de fermeture dans les opérations de résidentialisation n'est pas prééminente, comme dans certains territoires nord- ou sud-américains, l'ampleur sécuritaire au cœur de la question urbaine contribue à inciter à un repli sur l'espace privé. Toutefois, la rue réapparaît et se renouvelle, et ce dans tous les continents, résistant à la fois aux mainmises capitalistiques, mais aussi à l'invasion automobile. Merci Joseph Briot de nous avoir lu ce texte de Chris Younes, à qui je vais demander peut-être de réagir la première. Ce qui m'a intéressé dans ce texte, en fait, c'est toute l'analyse qu'il porte sur la rue dans
à la fois d'une analyse historique et puis aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. La question que l'on pourrait vous poser, c'est finalement où va la rue dans la ville d'aujourd'hui et les femmes dans tout ça. D'abord, je voudrais remercier pour la lecture de ce texte. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends un texte lu à voix haute que j'ai pu écrire. C'est impressionnant parce qu'on se dit, ah bah oui, j'aurais pu mettre un autre mot, j'aurais pu faire autrement. C'est vrai que je trouve que c'était enfin, je vous remercie d'avoir pris le temps de le lire et de lui donner une voix. Moi, je trouve effectivement que on est vraiment, il y a une vraie question sur le devenir urbain, le devenir de la ville. Au point qu'on a dit, il y a même, on parle de l'urbain, on dira même plus ville. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question. Par contre, ce qui est vraiment quand même frappant, c'est voir à quel point il y a une vitalité des villes. Alors, je trouve qu'on le voit quand on est ici. On voit que les villes ont une capacité de se régénérer. Et ce qu'on avait annoncé aussi avec quelqu'un comme Le Corbusier, comme un peu la rue, la disparition de la rue en tant que rue, pour avoir des réseaux fonctionnels, eh bien non, c'est pas vrai. On voit au contraire qu'elles reprennent vigueur et partout les rues se réinventent d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors c'est vrai que les femmes, et d'une certaine manière, c'est quand même les grandes oubliées un peu dans tous les discours sur la question urbaine. À part si on évoque les prostituées, il y a beaucoup de textes sur les femmes et les prostituées, bien sûr, dans l'histoire des villes. Même Pierre Sanso, un grand sociologue de la ville, qui parlait justement de la poétique des villes, il disait qu'il n'y a pas de ville s'il n'y a pas des prostituées, s'il n'y a pas des lieux pour le sport. Enfin, il donnait un peu les endroits où, en fait, qui faisaient que la ville, elle était là parce qu'il y avait tout ça. Mais il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans la ville telle qu'elle se reconstruit aujourd'hui, c'est vrai, et en référence à ce court extrait de film que je vous ai présenté, où cette petite fille, ce qu'on disait avec Bélinda, est absolument incroyable, la façon dont elle décide avec une espèce de sûreté l'espace. Vraiment, j'étais étonnée de son coup de crayon, mais où elle dit finalement, on a presque, au final, on voit qu'il n'y a presque pas d'espace. En plus, il est assuré, quoi. On voit qu'il est déjà bien saturé, on peut dire, par l'ordre des garçons dans cette histoire. Et sur la question des femmes, puisque moi j'enseigne dans les écoles d'architecture, et on suit beaucoup de travaux de recherche justement sur l'évolution de la ville, on voit venir en force cette question du genre, vraiment de façon majeure. Et c'est très frappant pour relire des ouvrages qui font référence et qui m'ont vraiment formé, comme par exemple Le droit à la ville de Lefebvre. Et c'est vrai qu'il ne pose pas la question des femmes, la question du genre n'est jamais posée. Et dans toutes les enquêtes qui sont faites, dans tous les reportages, ce qui revient lorsque les femmes témoignent, c'est que ce n'est pas si simple que ça d'avoir son propre espace dans la ville. Et j'ai par exemple des étudiantes à l'école spéciale qui sidérées l'autre jour, une étudiante qui prépare son diplôme, on parlait justement de la ville la nuit, et donc elle expliquait, ben moi la nuit je ne sors pas, c'est beaucoup trop dangereux. Et j'étais très étonnée parce que je ne pensais pas que c'était ce qui allait venir d'une étudiante, vous voyez, qui a à peu près 24 ans, qui est en train qui est presque architecte et qui va transformer la ville. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes à propos de la question des femmes dans la ville. Ce qu'il y a de fait, et de toute façon les villes aujourd'hui le prennent en compte. Il y a des tas de programmes de recherche et des tas d'aménagements qui sont faits à ce niveau-là, mais d'une certaine manière, comme si c'était simplement quelque chose qu'on pouvait résoudre en posant un banc d'une certaine manière, en favorisant des aménagements qui sont assez objectivables. Mais tout le travail qui est fait par ailleurs, et je pense que c'est une lame de fond quelque part qui nous saute aux yeux, mais c'est un peu comme si ce qui saute aux yeux reste invisible, comme l'a très bien dit Cocteau. C'est-à-dire que il suffit qu'on se déplace dans certains quartiers ou on change de continent,
je ne sais pas si on va à Istanbul, ou si on va à Beyrouth aujourd'hui, ou si on va, à Shanghai, on va voir évidemment que la façon dont les femmes occupent l'espace de la rue et de la ville est très 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 genrée en fait. Et que il est évident que dans certaines cultures, les femmes ne vont pas aller dans la rue. Ce n'est pas un espace qui leur est ouvert. Donc c'est assez étonnant, moi-même je m'étonne de dire pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps finalement pour poser cette question dans la façon d'aménager, pour se demander comment en fait on partage l'espace, parce qu'en fait les femmes, les hommes font la ville et les enfants font la ville. Et on sait qu'il y a un problème aussi pour les enfants, mais c'est pas le sujet. Ça y est. Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, même si la ville ou la rue n'est pas ma spécialité, mais en vous écoutant, Chris, si je puis me permettre de dire une chose paradoxale, pour commencer, moi je suis une enfant des villes. J'ai grandi à Marseille, ensuite j'ai habité Paris, donc j'ai toujours vécu dans les grandes villes, elles me sont familières. Et j'ai moins peur à la ville qu'ailleurs. Ça c'est pour parler de dire une chose un peu paradoxale, parce que je n'ignore pas que les villes sont dangereuses pour toutes sortes de gens, mais quand même, je voudrais rappeler ça, qui est peut-être lié à mon optimisme maladif, mais j'ai peur quand je suis seule, quand je suis dans des environnements où je suis seule. Pareil, je vous donne un exemple, parce que je viens d'écrire un petit livre sur la montagne. J'aime beaucoup la montagne, la marche en montagne, j'aime beaucoup la solitude. Jamais je ne m'autoriserai à aller marcher en montagne, seule. Je cherche des partenaires pour aller marcher, parce que j'ai peur seule. Je me sens en danger. Tandis que dans la ville, finalement, je n'ai presque jamais peur. Alors, dans le cœur de la ville, par exemple, si je suis dans Paris ou dans Caen, c'est vrai que je suis dans des villes pacifiques, tant que je reste dans le cœur des villes. Mais je n'ai pas peur, je me sens protégée par les autres. Voilà, je voulais dire ça, c'est un peu paradoxal parce qu'on dit la ville, la peur, mais moi j'ai plus peur dans la solitude que dans la ville, j'ai toujours l'espoir. Alors vous voyez, il y a peut-être une pensée de l'autre qui est un peu trop optimiste, mais j'ai toujours l'impression qu'on va me protéger dans la ville. Que si on m'agresse, il y aura quelqu'un pour me protéger. Puisque vous révélez des secrets comme ça dans le privé, que tout le monde connaît. C'est dans vos livres. Non, je sais. Mais c'est vrai, je vais dans une maison où je suis seule, et qui est assez isolée, dans les champs, et j'ai dû travailler contre la peur. À un moment donné, j'y allais beaucoup, pas seule, et puis ensuite j'ai commencé à y aller seule, et pour pouvoir y aller seule, il a fallu que je travaille contre la peur. Mais j'ai mis, je sais pas, 2 ans, où je me suis efforcée de travailler contre la peur. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je me le demande moi-même. Mais maintenant, je me sens assez tranquille, mais a priori, c'est pas rassurant pour moi d'être dans cet espace de solitude. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que vous dites que la ville n'a pas été pensée pour les femmes, mais il me semble que la ville et la rue, c'est l'espace de l'extérieur. Les femmes n'ont longtemps jamais été pensées pour vivre à l'extérieur. Elles étaient recluses dans la sphère privée. La femme, c'est la maison. La rue, c'est les hommes. Donc on n'a pas pensé la femme dans la rue, je crois, parce que tout simplement, on n'associait pas la rue au féminin, on l'associait au masculin, il me semble. Oui, moi, d'une part, moi, j'ai pas peur du tout dans les villes non plus. Je n'ai jamais eu peur. Mais c'est vrai que ça dépend dans quel quartier on va. Ce que je voulais souligner, c'est un peu la découverte que, aujourd'hui, beaucoup de femmes et de jeunes femmes témoignent du fait qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans la ville. Et c'est vrai que c'est une grande surprise, parce que je pense qu'on n'était pas vraiment sensibilisé à ça, parce que, au fond, je pense qu'on est dans l'idée que c'est la ville, l'air de la ville rend libre. C'est la fameuse formule, et je la partage profondément. Elle a beaucoup de paradoxes. Mais je crois que c'est quand même la découverte
qu'il y a une façon de vivre la ville aujourd'hui, surtout je pense quand on prend les villes françaises, les villes européennes en général, sont des villes où ça paraît une évidence qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes pour occuper l'espace public. Je veux dire, c'est la base des bases. Hein. Et il se trouve qu'on va Je voulais juste dire que c'était récent. Voilà, c'est récent. Mais c'était assez récent, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas aussi pensé la rue Voilà. pour les femmes. Mais c'est vrai que déjà la Révolution... Aujourd'hui, c'est complètement... Voilà. Et à la Révolution française, les femmes ont occupé la rue, et un peu chaque fois d'ailleurs quand il y a des conflits, les femmes finalement ressortent et vont défendre des choses. Mais c'est un peu... On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes disent et souhaitent qu'on prévoie des aménagements d'un autre ordre, qui seraient plus appropriés, qui les menaceraient moins, dans la mesure où elles ne se sentent pas en sécurité apparemment, elles évitent de sortir dans certains quartiers en France, et ça c'est un état de fait, mais pas que, parce que moi j'ai une étudiante qui m'a dit ça, elle n'a pas du tout de petit mot quand on la voit a priori, mais elle ne sortirait pas. Ceci étant, pour compléter, sur le fait que quelque part la nuit n'était pas éclairée pendant très longtemps, et on ne sortait pas la nuit d'une façon générale. Je pense il y a beaucoup de... Je vois par exemple l'étudiant qui fait son diplôme sur la ville africaine, raconte toute l'histoire. En Afrique, on ne sort pas, parce qu'il y a des génies qui sont là, il y a toute une mythologie autour du fait que la nuit, on ne sort pas. Donc c'est pas simplement réservé aux femmes, hein, c'est le fait que la nuit, c'est un autre monde, d'une certaine manière. Donc moi, je parlais même pas simplement nuit, mais même dans le jour, c'est que les enquêtes sur la façon dont les femmes vivent la ville, dans certains cas, elles se plaignent des transports en commun. Donc c'est plutôt ce que j'entends comme une plainte qu'on n'entendait pas beaucoup et qu'on est en train de découvrir avec une grande surprise, on peut dire, dans un 21e siècle qui a déjà bien commencé. C'est la surprise, vraiment, de la ville contemporaine. C'est pour ça que le texte sur la rue, c'est vrai qu'il met en évidence, en fait, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs stades. Il y a la rue traditionnelle, il y a la rue qui devient la rue de la grande ville, mais la rue, on peut dire, d'une société de consumérisme, de consommation et de réseau. Et aujourd'hui, il y a une autre rue qui est en train de s'inventer et dont on est en train de repenser cette rue, non seulement avec moins de voitures, mais aussi avec cette question femmes, hommes, enfants, vieillards, vieilles personnes. Est-ce qu'il y a une place pour tout le monde? La question de la place pour tout le monde fait question. C'est une vraie question. Je suis très intriguée par ce que pourraient dire les architectes, justement. Parce que me revient en vous écoutant une chose que j'ai déjà racontée, justement, je crois, dans La Tentation de Pénélope. Une fois, je suis allée au Japon, à Kyoto. J'étais invitée à Kyoto, j'ai passé quelques jours toute seule dans cette ville. J'étais invitée à un colloque et je me suis promenée dans la ville avec un vélo qu'on m'avait prêté. Et j'ai sillonné cette ville assez facilement, puisqu'elle est assez rectiligne. Mais toutefois, je devais demander mon chemin régulièrement parce que je ne connaissais rien, ou je me perdais, j'ai aucun sens de l'orientation. Et ce qui était extrêmement saisissant dans cette ville, c'est que je me sentais absolument en sécurité. Mais plus que ça, j'étais tranquille. Et pourquoi j'étais tranquille? Ça n'était pas lié tellement à la construction de la ville, à la forme de la ville, c'était lié au fait que simplement, quand je m'adressais à quelqu'un, aux hommes, il me répondait comme si j'étais une personne et pas comme si j'étais une femme. Et c'était ça qui était rassurant. Parce que tout le temps, je me sentais une personne qui traverse la ville et jamais je n'avais affaire à ce regard ou à cette façon d'être qui genre le regard et l'attitude. Je ne dis pas que ça ne m'aurait pas un peu ennuyé à la longue. Et moi, ça ne me déplaît pas, la petite friction. Hein, la ville, comme disait Barthes, c'est aussi le lieu de l'alerte érotique. C'est intéressant aussi dans la vie. Bref, malheureusement, entre l'alerte érotique et ensuite l'agression, il y a un pas qui peut être vite franchi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que ce n'est pas tellement la ville qui était rassurante à Kyoto. C'était vraiment la manière dont les hommes et les femmes traitent leur relation, parce qu'ils font passer dans la relation.
Oui, c'est sûr que même par rapport à la question sur la ville, on parle de façon comme ça générique, mais c'est en fait au cas par cas. Et c'est pour ça que, et c'est pas simplement la ville, même quand c'est une seule ville, si on prend par exemple Caen, si on est, ou bien si on prend là, évidemment, il y aura des lieux dans Loire, des lieux à Caen qui sont très, très différents. C'est extrêmement culturel surtout, c'est ça que je trouve intéressant qu'on insiste, parce qu'au fond, on est tous sur deux registres, qui est le registre de l'expérience émotionnelle, de sa propre façon de vivre les choses, qui est fonction de sa personnalité, de beaucoup de choses, à vrai dire, et puis des marges de manœuvre que la culture nous donne, là où on est. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai travaillé, par exemple, en Iran, et on était à Yazd ou à Téhéran, eh bien, je me rappelle encore avec horreur comment tout le monde me regardait comme si j'avais été venue monstrueuse. J'essayais de voir qu'est-ce que j'avais fait. Il se trouve que j'avais laissé tomber mon foulard sans m'en rendre compte, parce que l'habitude de porter le foulard n'est pas simple, même si on l'accroche un tout petit peu. Et parce qu'en fait, c'était carrément indécent de se promener comme ça, sans foulard sur la tête. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça dépend de soi, sa façon d'être, et profondément de ce que la société en général dans laquelle on est nous permet. Et c'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, d'être très à l'écoute de ce qui se passe pour de vrai, pour ne pas être dans une doctrine, une doxa, pour regarder au cas par cas comment ça se passe, in situ, in situ. C'est très bien. Et Belinda Cadon, généralement, quand même, au Japon, on se sent en sécurité. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est un pays dans lequel on est vraiment en sécurité. À l'inverse, est-ce que vous avez un exemple d'un pays où vous êtes vraiment senti ou agressé ou en insécurité? Oui, il y a des pays où je suis allée où je n'avais pas du tout envie de me promener seule dans les rues. En Turquie ou dans des pays comme ça, enfin, ça dépend où d'ailleurs, mais... non, ce que je voudrais dire quand même, si vous permettez, je crois qu'à Paris, si je sortais des murs de Paris, je me sentirais en insécurité. Parce que ce dont nous n'avons pas parlé tellement ici pour l'instant, c'est le fait qu'il y a des poches d'insécurité pour les femmes. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des endroits où il ne fait pas bon d'être une femme dans la rue, où il ne fait pas bon d'être habillée comme une femme dans la rue. Donc là, le problème, c'est le problème aussi d'avoir créé des ghettos, des zones de relégation autour des villes, où on se sent en difficulté ou inquiet parce que ce sont des quartiers homogènes, homogènement pauvres, homogènement... ce sont de vrais ghettos qu'on a créés. Donc dans ces endroits-là, je pense qu'on doit avoir très peur d'être une femme et on n'a pas envie d'aller marcher. Donc là, encore une fois, mais c'est la question que je poserai à nouveau aux architectes que vous êtes, ou en tout cas aux gens qui vous intéressent de près à l'architecture. Est-ce que ce sont vraiment les constructions des rues, la manière de concevoir les rues fonctionnelles, pas avec des lieux, ou est-ce que c'est pas aussi la manière dont on peuple les villes qui fait qu'elles sont plus ou moins inquiétantes? À Kyoto, je n'avais pas peur parce que les Japonais ont un type de comportement qui est très rassurant. Dans Paris, je n'ai pas peur parce que la foule autour de moi, je me dis qu'elle me protégerait si j'avais un problème. Mais je pense que si je vais dans le 9-3, pour ne pas parler pas nommer de ghetto, si je vais dans le 9-3, certainement, d'abord je ne sortirai pas, je ne m'habillerai pas de la même manière et certainement je serai inquiète. Mais c'est aussi là, encore une fois, la manière dont on laisse se construire le peuplement des villes plutôt, non? Oui, bien sûr, tout à fait. Là, c'est vraiment très situé. Hein, je pense que la question de la sécurité, l'insécurité, elle est très située dans toutes les villes. Plus ou moins, mais dans toutes. Elle est extrêmement culturelle. C'est très culturel, c'est certain. Cela étant, il est sûr que la façon... moi, je trouve que la façon dont on va aménager les choses a beaucoup d'importance aussi. Les dispositifs spatiaux sont aussi très importants. Parce que tous les travaux aujourd'hui qui se font pour essayer justement de redonner confiance pour sortir, ça va dépendre de l'éclairage, ça va dépendre de ne pas se retrouver dans des cul-de-sac. On sait que traverser Central Park en pleine nuit, même si c'est très sûr, à certains moments ça ne le serait pas, à d'autres. C'est-à-dire que toutes les villes, à certains moments, peuvent être... l'aménagement compte énormément. Et c'est vrai que dans la lecture a été évoquée Jane Jacobs, parce qu'elle est très très importante.
puisqu'elle a bien démontré que dans tout ces beaucoup d'enquêtes, beaucoup de travaux, d'observations, c'est ça qui est très important, c'est de savoir ce qui se passe pour de vrai, ce qui se passe vraiment dans l'expérience des gens. Et elle mettait en évidence, ça rejoint absolument ce que vous expliquez, c'est-à-dire que si une rue est habitée, si les gens sont impliqués dans cette rue, quelque part, elle est quelque part sous surveillance collective, quelque part. Et donc chacun peut errer. C'est vrai que Tokyo est connue comme une ville où tout le monde peut se déplacer sans danger, parce que la société elle-même a cadré les choses et les gens l'ont intériorisé. Une politesse, une certaine façon de se comporter. C'est vrai que c'est pour ça qu'on ne peut jamais séparer la situation, la culture et la personnalité aussi des gens. Il y en a qui ont peur de tout et d'autres qui ont peur de rien. Ça, c'est vrai aussi. Vous disiez tout à l'heure que les écoles d'architecture sont très genrées aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça se manifeste? Je ne dirais pas qu'elles sont genrées les écoles d'architecture, mais la question du genre entre un peu plus dans les écoles d'architecture. Parce que sinon, pendant longtemps, les filles étaient pas très nombreuses dans les écoles d'architecture. On le sait, au départ, elles étaient même très très peu nombreuses. Aujourd'hui, elles dominent, enfin, du point de vue statistique, elles ont dépassé les 50%. Donc elles sont vraiment présentes. Et dans le travail qu'elles font, je veux dire, on va pas de... On n'éprouve pas la sensation du genre du tout dans les écoles d'architecture. Apparemment, on le retrouve dans la profession. Il y a aujourd'hui, et d'ailleurs le hasard des circonstances a fait que là, tout à l'heure, j'ouvrais Le Monde qui était là, une magnifique bibliothèque, et un grand article justement sur les villes et le genre. Et donc beaucoup d'écoles sont interviewées. La directrice de l'école de Marne, par exemple, explique qu'il y aura des cours spéciaux qui seront faits pour les filles pour qu'elles les aider à créer leur propre agence, parce que souvent elles ne vont pas créer leur propre agence. Et donc c'est impressionnant. Et il y avait des témoignages justement d'architectes qui expliquaient, oui, c'est pas si simple dans la profession d'être, ou dans les nominations. Combien de femmes? Apparemment aucune, à part Anne Lacaton, avec avec son mari, avec Jean Classe. Donc je veux dire, il y a quand même des faits qui sont... Et c'est des faits qu'on n'éprouve pas quand on est dans les écoles. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait un cours sur cette question-là. Je me dis que c'est un tort. Sur les 6 nommés pour le Grand Prix d'architecture qui sera décerné vendredi, il y a une seule femme, effectivement, qui est Corinne Vezzoni. Et là, pour une fois, ce serait une femme seule, alors que jusqu'à présent, il y a eu des femmes qui ont eu le Grand Prix, mais en accompagnement. En duo. En duo. C'est pas la même chose. Je vous propose qu'on passe à une deuxième lecture de texte. Joseph Brio, alors là, cette fois-ci, c'est un texte de Lénine Dakanon, puisqu'on passe aussi d'un auteur à l'autre. Et donc, Belinda Cannon, c'est le texte que j'ai choisi, c'est Notre ajustement, qui est un petit texte issu de S'émerveiller. Donc, S'émerveiller, c'est le dernier, pour l'instant, de vos livres. Joseph. Novalis, les disciples assaillissent. La somme de ce qui nous touche, on l'appelle la nature. Pourquoi, dans ma conception de l'émerveillement, cette primauté de la nature? Quelqu'un d'autre pourrait mettre en avant son goût pour les paysages urbains et se dire quant à lui amateur de ville. La nature, moi, vous savez... La ville ou la nature? Aime-t-on l'une ou l'autre comme on préfère la framboise au café? J'apprécie les villes, mais l'émerveillement qu'elles suscitent n'est pas de même nature ou de même intensité, moins fort et moins fréquent. Je n'essaie pas de mettre en concurrence la ville et la campagne, je tente de comprendre l'importance anthropologique de la nature, et au passage de me rendre raison de son lien puissant avec l'émerveillement et avec la poésie. Si l'émotion est bien plus vive dans le paysage naturel, c'est que celui-ci est le non-moi le plus distant possible, alors que la ville est faite de main d'homme, tout en étant constitué de la même matière vivante. La nature et moi sommes formés au même creuset. Novalis note encore que la nature est cette synthèse prodigieuse dans quoi nous introduit notre corps.
Cette idée puissante que nous sommes inclus dans la communauté du monde par le truchement de notre corps est peut-être l'ultime explication à la primauté de la nature. Pour être ajustés l'un à l'autre, il faut que nous soyons de même substance. La nature, terre et cosmos, est donc cet autre, à la fois le plus proche et le plus lointain, qui nous entoure, ou plutôt dans lequel nous sommes délicatement insérés. Le sentiment que procure cette inclusion me paraît plus intense que celui provoqué par la ville. Peut-être parce que celle-ci est trop humaine, et lorsque je la traverse, je reste contenu en moi-même, tandis que dans la nature, je suis aspiré vers l'extérieur, et moi-même, si je me livre pleinement à cet état, et mon moi, si je me livre pleinement à cet état, se tient à égale distance de mes yeux et du paysage. Alors, cet air qui vient me caresser la peau est comme le bain qui la relie aux plus lointaines étoiles. À l'instant, tandis que j'écris lentement, dans ma maison des champs, une impression de mouvement dans mon dos attire mon attention. Je me retourne vers la fenêtre qui donne à l'ouest et la découvre constellée de petites taches noires fugitives. Passent des milliers d'étourneaux. Émerveillement devant la grandeur encore, ici, leur nombre. C'est la saison où, s'installant dans nos campagnes pour l'hiver, ils se rassemblent et, chaque fois qu'ils se déplacent, forment d'immenses murmures. Murmures. Terme aussi émerveillant que ce qu'il désigne, le rassemblement. Peut-être lié au son qui, lorsque je suis dehors, me fait deviner leur approche. Un grand froissement de satin. Pourquoi surprendre des animaux sauvages nous émerveille-t-il ? Lorsque j'ai la chance d'apercevoir quelques chevreuils aventureux sous mon chêne, je me sens émerveillée et reconnaissante. Étrange gratitude envers eux, envers le hasard, la si bien nommée fortune. Pourquoi un oiseau qui, semblant nous élire, nous précède ou nous suit sur le chemin ? Ou un enfant qui, au passage d'un gué, choisit notre main, nous émerveille-t-il ? Et encore l'autre fois, un nouveau septembre, je notais la question des hirondelles. Pourquoi, alors que le fil électrique court tout au long du chemin qui rejoint et dépasse ma maison des champs, les hirondelles se postent-elles, je l'ai vérifié, juste devant ma demeure, de sorte que j'ai souvent l'impression qu'elles m'observent par cette même fenêtre d'où je contemple mon chêne. Le sentiment d'une élection m'émerveille. Elles ont le ventre blanc, s'agitent sans cesse, bec sous une aile, ailes étirées, puis repliées, fourche de la queue écartée, puis resserrée, s'ébrouent, puis s'immobilisent. Peut-être me regardent, mais plus probablement regardent la maison, leur maison, car elles aiment nicher dans ces murs et ces croisées. Les animaux, comme le paysage, appartiennent à ce non-moi auquel nous sommes intimement ajustés. Ils sont nos proches dissemblables, nos voisins différents dont la vie secrète nous émeut et dont l'apparence est une des formes les plus saisissantes de la beauté naturelle. Lorsqu'ils s'approchent de moi, ils me rappellent la primitive alliance du vivant qui est rompue. Me faire assez confiance pour partager mes parages signifie reconnaître en moi une part de bonté et de respect qu'ils ont peut-être pressentie. J'ai le sentiment qu'ils rendent ainsi hommage à mon humanité pacifique. Dans ma bibliothèque, un livre sur quelques architectes utopistes, La séduction du merveilleux. En exergue, une citation de Ledoux. L'architecture enlace le spectateur dans la séduction du merveilleux. Malgré la primauté que j'accorde à la nature, je reconnais que les grands ouvrages d'architecture suscitent en moi de l'émerveillement, comme par exemple celui que provoque immanquablement le Mont Saint-Michel, qui semble avoir été inventé dans un autre monde que le nôtre, le château de Chambord ou le musée Guggenheim de Bilbao, qui se présentent comme des accumulations de surprises visuelles dont l'ensemble dispense une impression de grâce générale. L'autre fois, l'automne encore, j'étais à Prague. Après avoir craint la retrouvaille avec une ville que j'avais connue avant la chute du mur, dans sa farouche mélancolie, j'ai constaté soulagé que ça allait malgré tout. Tout. Les touristes, les McDo, les boutiques de souvenirs, l'habituel fatras. Oui, bien sûr, une ville peut aussi conduire à l'émerveillement, même s'il y est moindre. Ici, j'étais frappé par l'importance de la surprise, l'enchevêtrement des édifices, hauteur, couleur, variété des plans, imbrication des volumes, association des lignes courbes et droites, surgissement d'un jardin, largeur du fleuve, exotisme des décorations, la rocaille noire, presque violette, dans le jardin Waldstein. Le regard s'étonnait, constamment surpris par la nouveauté et l'impossibilité de fixer tant de diversité.
fermant les yeux, je ne pouvais me rappeler le détail de ce que je venais de voir. La diversité est une des formes de la grandeur, comme l'est aussi l'abondance. Le dahlia ou la pivoine émerveillent par la profusion de leurs pétales, et ce sentiment s'accroît lorsqu'on découvre le cœur de la fleur, où se pressent 1000 pétales en promesse. Dans la nature, je retrouve l'émerveillement devant la grandeur au spectacle de la montagne, ses proportions, ou des murmures, le nombre d'oiseaux. Mais pas seulement. Il s'éveille aussi devant le ténu, le petit. C'est par exemple celui qui me saisit devant les jeunes animaux. Rien ne me paraît plus paroxystiquement joli qu'un anon ou un chaton. Mais pourquoi ? La grâce des très jeunes corps est incontestable, mais je n'ai jamais su bien me l'expliquer. Ainsi donc l'émerveillement présente-t-il une certaine plasticité. Il est accueil généreux du monde sous toutes ses dimensions. Survenant aux deux bouts du spectre, liés au petit ou au simple, un feuillage, une lumière, comme à la grandeur et à la complexité, une ville, un dahlia. On peut l'éprouver partout, devant toutes sortes de spectacles, du fait d'un mystérieux ajustement entre l'univers et nous. Merci Joseph. Donc ce texte qui est donc sur l'émerveillement que l'on peut ressentir dans une ville, qui vous semble peut-être moindre que l'émerveillement que l'on peut avoir avec la nature. Est-ce qu'il reflète votre pensée ? Ça serait la première question. Et puis la deuxième question, c'est lié à cette partie que nous avons choisi de faire, c'est la nature, le corps et la ville. Linda Cannon. Donc pour répondre à votre première question, oui, je ne mens pas dans mes livres. Alors je crois ce que j'ai dit. Alors, oui, c'est parce que j'aime beaucoup les villes, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans les villes, même si j'ai grandi aussi dans la nature simultanément, puisque à Marseille, j'habitais à la limite de la ville, et donc notre activité favorite de loisirs avec mon père, mes frères et sœurs, c'était d'aller marcher dans les collines alentours. Donc j'ai tout le temps été dans la nature, tout en étant tout le temps dans la grande ville. Et j'ai connu les deux finalement. Je suis autant. Et puis maintenant, c'est vrai, depuis des années, je vais dans le Cotentin, dans celle que j'appelle ma maison des champs, donc je suis aussi dans la nature et dans Paris aussi. Donc je pratique les deux, et c'est vrai que quand j'ai voulu écrire sur l'émerveillement, j'ai voulu comprendre de quoi je parlais lorsque je voulais évoquer l'émerveillement. Et j'en suis venue à constater que j'accordais une primauté à la nature pour ce qui concerne ce sentiment d'émerveillement. Et voilà, donc j'ai essayé, vous l'avez vu, je me suis entendue, là c'était très, très agréable de s'entendre penser. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait de différent dans la nature et dans la ville en matière d'émerveillement. Ma conclusion, je ne peux que me répéter, c'est que dans la nature, on est quand même dans le plus fort non-moi. La nature, ça n'est pas moi, elle est devant moi, elle est tout à fait différente, je n'y suis pour rien. Elle est là et je suis là, mais quand je dis je n'y suis pour rien, c'est pas tout à fait vrai, parce que les paysages sont faits par les hommes largement dans nos contrées. Mais quand même, cet arbre qui pousse devant ma fenêtre, même si un homme l'a planté, lui, la vie de cet arbre, c'est la sienne, et elle n'a rien à voir avec nous, à part d'avoir été planté là un jour. Alors que la ville, évidemment, c'est le lieu où l'humain construit son entour. Il est responsable. Chaque fois que je vois n'importe quel objet de la ville, je vois un homme, un humain, qui l'a bâti, qui l'a voulu, qui l'a pensé. Donc la ville, c'est vraiment la continuité, dans la continuité de l'homme. Tandis que la nature est devant lui comme non-moi. C'est la seule façon que je peux avoir de le décrire. C'est non-moi, la nature. Et en même temps, et c'est là que c'est curieux et paradoxal, ce non-moi est fait de la même étoffe que moi. Ça, c'est le sentiment bizarre. Je le dis comme ça, mais vous pourriez le contester, je serais d'accord avec la contestation, parce que ça reste pour moi très mystérieux de comprendre pourquoi j'ai ce sentiment que nous sommes tellement ajustés au monde, ou plutôt que le monde nous est tellement accordé avec nous, le monde naturel, je veux dire.
Et ça, ce mystère de l'accord, de l'ajustement entre le monde et moi, qui est la source de l'émerveillement, entre autres, ça reste très mystérieux. Je ne peux pas me l'expliquer. La phrase de Ledoux que vous citez, je vais la redire, l'architecture enlace le spectateur dans la séduction du merveilleux. Ça vous évoque quoi, cette phrase? Eh bien, elle m'évoque les rencontres avec les objets merveilleux que fabriquent les hommes, et notamment les objets d'architecture. Mais même cet été, en marchant dans la montagne, justement, je voyais un très grand barrage en Suisse. Un barrage, c'est un objet émerveillant. Et je ne sais pas très bien pourquoi, parce que c'est colossal, parce qu'il y a quelque chose d'émerveillant dans le fait que les humains sont capables de fabriquer ces œuvres qui retiennent des milliards de litres d'eau, enfin, quelque chose de colossal. Mais la différence... Le pont de Normandie, par exemple. Pardon ? Le pont de Normandie serait aussi comme œuvre d'architecture, tout à fait. D'ailleurs, il y a une photo, je crois, dans mon livre, enfin, il y a une photo du pont de Normandie. Ce que je veux dire, c'est que, pour préciser quand même, c'est que dans ce livre, dans ces merveillés, j'ai cherché à comprendre l'émerveillement devant les objets du monde modeste. C'est-à-dire que l'émerveillement devant mon chêne, qui est un exemplaire parmi des millions de chênes en France et qui ne s'en distingue pas vraiment, mon émerveillement devant un animal, un oiseau, une lumière, c'est un émerveillement devant un objet modeste, et pour le ressentir, il faut que je sois dans une disposition particulière. Lorsque je suis devant un barrage, puisque j'en parlais, mais devant le musée Bilbao, je n'ai pas besoin d'être dans une disposition particulière, vraiment. C'est l'objet qui est merveilleux. C'est pas mon regard qui le rend merveilleux. C'est mon regard qui rend mon chêne merveilleux. Le musée de Bilbao, il est merveilleux. N'importe qui arrivant dans n'importe quel état d'esprit, devant cet objet merveilleux, évidemment s'en émerveillera et s'en extasiera même. Et c'est ça que dit, c'est ça la citation de ce livre, de la citation de Ledoux, c'est que oui, l'architecture peut fabriquer des objets, des édifices en l'occurrence, qui sont merveilleux eux-mêmes. Et ça, je le ressens souvent. Enfin, je veux dire, je parle de Bilbao, mais on pourrait parler de tas d'édifices qui sont vraiment émerveillants. Christianas, l'objet en architecture est parfois un peu contesté comme étant une architecture, certains disent orpheline. Quel est le sentiment que vous avez par rapport, on s'éloigne de notre sujet, c'est vrai, c'est parce que vous avez parlé d'objets, on s'éloigne des femmes dans la ville, mais quelle est votre appréhension de ce que les jeunes architectes justement dans les écoles ont vis-à-vis de ces objets qui quelquefois sont considérés comme ne répondant pas directement à ce qu'on attendrait de la ville? Oui, j'ai répondu à cette question, mais je voulais revenir à cette question de ce qui nous émerveille. Ouais. Parce que je trouve que c'est très important, ce sentiment que la nature, elle peut aussi nous terroriser, bien sûr, mais elle a ce pouvoir. Il y a dans la nature une capacité d'émerveillement si on sait la voir, mais parce qu'elle est en nous, enfin, comme dit Merleau-Ponty, elle est en nous, mais elle nous porte aussi. Elle est plus grande que nous. Et c'est vrai que la question tout ce que Linda explique, là, je trouve extrêmement important. Et je pense que justement par rapport à cette question de l'architecture, ce que j'ai appris, puisque moi j'ai une formation au départ vraiment dans les sciences humaines et sociales, puisque je suis psychosociologue par ailleurs, mais en fait, je travaille depuis tellement d'années avec les écoles des architectes, je me suis vraiment centrée sur cette question-là. Et je participe à des concours, je suis dans des jurys, c'est devenu ma matière de travail. Alors c'est sûr que le projet, c'est pas un objet. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que l'architecture, c'est une chose quelque part avec laquelle on s'envisage. Et je trouve que, justement, par rapport à ce que vous écrivez, que je trouve très, très beau, et si je repense par rapport à notre propre travail en architecture, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que moi, il se trouve que depuis très très longtemps, aussi pour des raisons personnelles, j'ai vécu dans la Haute-Loire,
dans une enfance rurale, j'ai eu ce sentiment de contact, de corps à corps, pour prendre cette notion vraiment avec les lieux, avec l'horizon, avec le fait que le jour se lève ou que la nuit arrive, et les animaux, je veux dire, ça fait vraiment partie de la maison des champs en fait. On vit au contact, j'adore beaucoup cette expression, la maison des champs. On connaît le rat des villes, le rat des champs, mais la maison des champs, c'est pas pareil. Et je trouve ça, que cette question de la nature, qui était quelque part le grand impensé des écoles d'architecture, parce que parmi les choses que je revendique, c'est d'avoir publié un des premiers livres sur la question de ville contre nature, sur l'éloge de la nature pour l'architecture, dans le monde contemporain, je veux dire, qui est très industrialisé, Eh bien, cette question de la nature, elle entre maintenant en ligne de force dans les écoles d'architecture. Mais vraiment, quand on parle de la nature, on parle du végétal, on parle de l'animal, on parle de l'élémental, de l'eau, de l'air, la terre, le feu, c'est-à-dire tout ce qui finalement est matière de notre vie en fait. Et en ce sens, je trouve que justement la jeune génération d'architectes, et on le voit très bien avec les collectifs, il y a une nouvelle génération qui recherche ce contact avec l'ordinaire. Non pas que parce qu'il doit être extraordinaire, comme vous l'écrivez, mais il recherche ce contact avec la vie quotidienne. Et c'est sûr que dans ce qui serait critiqué, me semble-t-il, en tout cas, je ne parle pas de la mauvaise architecture, je ne parle pas de tout ce qui nous envahit, qui est très vaste aussi, une production extrêmement aliénante et anesthésiante d'une certaine manière. Mais ce qui est recherché, c'est autre chose, et les étudiants, et je pense les enseignants qui s'encadrent, quand même, s'intéressent aussi à des architectures qui sont finalement des expériences. Si on prend les grands architectes les plus cités en ce moment, c'est Zumthor, par exemple, après César, qui avance les César, maintenant c'est beaucoup Zumthor, César aussi, bien sûr. Zumthor, finalement, en tant qu'architecte, il produit des lieux où il y a une expérience du corps et de l'âme. Enfin, on ne les sépare pas. C'est vraiment un cheminement intérieur, c'est vraiment existentiel. C'est tout, quoi. C'est sensuel, et c'est spirituel, c'est tout ça qui est en jeu. Et je pense que justement, c'est le rejet de l'objet en tant qu'objet, c'est-à-dire simplement une espèce de fabrication qui n'est pas appropriée ni au corps d'un petit humain, ni à ce qui va permettre à les humains de se rassembler. Donc je trouve que par rapport à l'objet, l'objet rejeté quelque part, c'est celui qui finalement ne nous donne pas un corps, ne nous donne pas une possibilité d'être avec les autres. Et dans ce sens, je trouve qu'on est en train de réaliser que la nature, elle est architecture. Elle est matière d'architecture, elle fait partie de notre vie, on fait partie d'elle, et elle est extrêmement fondamentale. Alors par contre, et je trouve pour accompagner dans ce que vous expliquez, Belinda, c'est vrai que la ville, elle apparaît elle aussi sauvage, indomptable. Elle n'est pas tout à fait... C'est-à-dire que l'expérience que l'on a de la ville, c'est une ville qui a été évidemment pensée par des hommes, mais le grand dehors, le grand dehors, on pourrait dire, donc quelque chose qui est indomptable, qui est en nous, mais plus, comme le dit, j'adore Merleau-Ponty, je sais que vous en parlez aussi, mais la nature, elle est en nous et elle nous porte, c'est quand même très intéressant. Et l'architecture, c'est un peu ça aussi quand même. Elle est en nous et elle nous porte. Et en fait, cette dimension sauvage de la nature, comme un grand dehors dont on a besoin, on l'éprouve beaucoup aujourd'hui. Mais c'est donc, si on dit sauvage, c'est quelque chose aussi qui fait peur. C'est pas forcément domestique. Parce qu'il y a une puissance des éléments qui peuvent nous détruire. La nature peut être extrêmement... l'homme ne compare dans la nature. Exactement, c'est un grand dehors. Elle est quelque chose de sauvage. Mais la ville, la grande ville, et la ville tout court, elle a aussi ce côté sauvage. Et donc c'est cette côté, finalement,
même l'espace fait par les hommes n'est pas domestiqué. Et c'est ce grand dehors, au fond, qui nous donne vie et qui est notre vie, en fait. C'est pour ça que la nature, ce qui est génial dans la nature, c'est d'abord ce qui est en train de naître, on est toujours en train de se renouveler, et c'est le fait qu'elle est plus grande que nous, donc elle peut nous accueillir, mais en même temps elle nous menace. Donc on est toujours mis en état d'exister, parce qu'on est mis en état de devoir exister. Et je pense que ça c'est vraiment intéressant. Donc on l'apprivoise, mais c'est parce qu'elle est sauvage aussi qu'elle nous attire. Elle n'est pas que domestiquée. À propos de la nature dans la ville, c'est très frappant maintenant de constater à quel point les gens ont envie de réintroduire la nature dans la ville. Alors à Caen, je ne suis pas sûre de l'avoir beaucoup vu, mais à Paris, et ça avait commencé à Marseille, les gens se sont mis à planter des choses dans des pots, dans des poubelles, dans des vieilles casseroles. Il y a des rues qui sont complètement pleines de ces contenants qui sont assez moches, je dois dire. Mais l'intention est jolie, c'est d'introduire des plantations, des plantes dans la ville. Et maintenant, on trouve des pots qui se mettent sur les plots, là, dans de rue, enfin des pots. C'est pas très très joli en réalité tout ça. Mais il y a une intention là de faire revenir la nature dans la ville, qui me paraît louable. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est de plus en plus sensible justement, non pas à la nature domestiquée de la ville, le square et tous ces endroits où on a organisé l'existence de la nature, mais au contraire, on est sensible au fait qu'il y a des zones de friche dans la ville, malgré tout. Et même dans Paris, il y a des zones... Mais c'est sûr, c'est que la nature, elle est à la fois domestiquée et à la fois sauvage. C'est ça qui est la force de la nature, elle a cette capacité de naissance. Il est sûr que la ville, elle est de toute façon, la matière urbaine, c'est la nature. Parce que souvent, c'est vrai qu'à la plante, le végétal est très 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 important. Je pense que les grandes révolutions dans l'architecture contemporaine, c'est de retravailler avec le végétal, comme l'ont toujours fait tous les hommes depuis toujours. Mais la nature, elle a cette puissance qui fait que c'est les éléments, c'est l'eau, l'air, la terre, le feu. La nature, elle est présente en ville. Il y a le végétal, mais il y a bien autre chose. À Caen, quand j'ai eu la chance d'être accompagnée justement par Florence, on a marché un peu dans les rues, c'était génial de voir évidemment cette rencontre entre l'artefact. Mais la nature, c'est le ciel, c'est le sol. Et je pense que c'est ce qui est formidable dans la grande tradition de l'architecture, savante comme vernaculaire, c'est ce rapport à la nature finalement sauvage. La nature sauvage, c'est le ciel qui est sauvage. La météo, c'est sauvage. Enfin, tout ce qui se passe, l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, on maîtrise un petit peu des choses, mais il y a beaucoup de choses. C'est le grand dehors, la nature. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir que dans ce 21e siècle, qui est menacé de toutes parts par les catastrophes, il faut quand même le dire, c'est une des grandes questions dans les écoles d'architecture, comment on va travailler avec, à l'ère de l'Anthropocène, si Anthropocène il y a, c'est de redécouvrir que nous sommes, nous humains, avec notre culture urbaine et rurale, puisque en fait c'est rural et urbain, nous sommes pris dans un grand dehors qui est la nature, qui est quand même sauvage. Justement, la nature sauvage à Caen, mais on va revenir à notre sujet très rapidement, mais la nature à Caen, c'est ce qu'on appelle la prairie, c'est-à-dire cet hippodrome qui se prolonge de façon incroyable par un endroit où la nature est reine, enfin, elle n'est pas du tout domestiquée. Mais je souhaiterais qu'on vienne peut-être aux femmes dans la ville, et donc... je voulais dire une chose, si vous permettez, c'est pour dire que quand même sur le thème nature, parce que c'est un thème très très important, je pense que actuellement dans la façon, dans les écoles d'architecture, le rapport au paysage, le rapport à tout ce qui est finalement l'animal aussi, comme c'est présent dans la littérature que justement dont on est en temps de lecture, ce contact avec le vivant qui n'est pas qu'humain, qui est végétal et animal,
entre en ligne de force dans les écoles d'architecture, mais vraiment, ça c'est très important. Et c'est quand même cette prise en considération du fait qu'elle elle nous dépasse, mais elle a une capacité de nous accueillir. Et c'est pour ça que c'est un thème qui surprend même les écoles d'architecture, le thème de la nature, aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est en train, et moi j'ai vu l'énorme évolution depuis que je travaille dans les écoles d'architecture, où en fait le rapport nature-culture est devenu absolument évident. On n'a pas simplement, ce n'est pas que culturel, c'est naturel et culturel. Et donc c'est vraiment fondamental de voir cette évolution qui est vraiment gigantesque par rapport à une tradition des écoles d'architecture qui était extrêmement savante, une culture très sophistiquée. Quelque part, la nature sauvage entre dans les écoles d'architecture comme elle rentre dans les sociétés, nos sociétés actuelles. Alors pour faire la liaison avec la suite, vous avez écrit un texte dans le livre qui paraît à l'occasion de la Biennale qui s'appelle donc « Faire battre le cœur des villes ». Et ce texte qui s'intitule « Les femmes au cœur des villes », nous allons vous en lire un court extrait. C'est la parole à nouveau à Joseph Briot. Des associations se multiplient, parmi lesquelles Womenability, qui vise à, je cite, réunir les bonnes pratiques à même de bâtir des villes bienveillantes et accueillantes pour toutes et tous. Ou encore les urbaines, associations composées d'experts urbanistes géographes, d'artistes et d'habitants, qui projettent, à la suite de recherches-actions, des équipements urbains ménageant des bancs, des équipements sportifs, etc., susceptibles de convenir aux hommes et aux femmes. Ces prises en considération des façons de faire ville pour toutes et tous sont un aspect des fortes évolutions en cours, qui ne peuvent être ramenées cependant aux seules expérimentations d'aménagement du cadre de vie, mais relèvent de luttes politiques d'envergure liant justice sociale, environnementale et individuelle. Ainsi, au début des années 1980, s'est constitué un vaste mouvement écoféministe pluriel, rassemblant notamment des femmes américaines issues de classes populaires, engagées dans des combats collectifs en faveur de la justice environnementale. Si ce courant, dont une figure emblématique est Miriam Simmons, qui s'est dénommée Starhawk, n'existe plus comme entité en tant que tel, il a pris d'autres formes à travers le monde. Reclaim the Streets en Angleterre, Podemos en Espagne. Une des caractéristiques transversales très particulières à ce mouvement est de ne pas séparer la pensée de la dévalorisation de la femme et celle de la destruction de la nature. Il est visé de se réapproprier des ressources vives dans l'articulation entre femme et nature, corps, spiritualité et énergie collective, et ainsi cultiver d'autres dynamiques libératrices à même d'affronter de manière créative les situations catastrophiques menaçant de destruction la Terre. Risque de guerre ou accident nucléaire, accélération du dérèglement climatique, réduction de la biodiversité, déchets toxiques, misère et aggravation des inégalités, racisme, migration forcée, autant de mots qui s'accumulent à l'ère de l'Anthropocène. Les textes d'écoféministes, principalement états-uniens, rassemblés par Emily H. dans l'ouvrage Reclaim, rendent compte de la façon dont sont associées les dimensions écologiques, économiques, sociales, culturelles et mentales dans de nombreuses et diverses mobilisations. Contre le nucléaire à Washington, contre les pollutions dans divers États américains, contre la déforestation. La pluralité des luttes associant les femmes dans un activisme environnemental est significative des enjeux de régénération qui requièrent de repenser les rapports entre nature et culture, hommes et femmes, humains et non humains, publics et privés, individuels et collectifs, émotions et raison. Les sentiments, généralement cantonnés dans l'espace privé, franchissent les limites établies, ainsi que le souligne Catherine Larère dans Reclaim, citant des extraits de discours de ces écoféministes. Sont pointés les déplacements majeurs qui transforment les manières de penser et d'agir, en prenant appui sur l'emmêlement des expériences personnelles et civiques. Que la peine privée des femmes fasse irruption dans l'espace public, exige Enestra King. Comment porter notre peine pour la planète et ses habitants? Comment révéler et partager avec toutes et tous ce qui nous touche personnellement, demande Joanna Macy. Les femmes qui luttent contre les pollutions pour la justice environnementale ont appris à puiser leur pouvoir dans leur émotivité, une qualité valorisée dans la sphère privée, familiale et maternelle,
mais méprisée dans l'arène publique, explains Lindcross. La sphère privée familiale est une ressource utilisée par les femmes dans leur lutte pour protéger leur famille dans la sphère publique. À l'unisson, les grands récits d'hospitalité et de justice portés par des mouvements divers dans lesquels les écoféministes sont très actives constituent de nouvelles dynamiques écosophiques des établissements humains où il s'agit tout à la fois de comprendre et de changer les relations à la nature, à l'autre et à soi-même, en activant les puissances émotionnelles, empathiques, ainsi que celles du prendre soin, care, si souvent occultées. Ces histoires, rêves et marches collectives, pacifistes et festives de protestation et affirmation d'un autre type, font le pari d'autres possibles où les femmes ont toute leur place. C'est à cette condition que peuvent battre à l'unisson le cœur des villes et celui de la planète Terre. Merci Joseph Brio. Donc, dans ce texte, vous parlez notamment du pari d'autres possibles où les femmes ont toute leur place. Est-ce qu'il y a un pari d'autres possibles où les femmes ont toute leur place? Elinda Cannon. J'aurais tendance un peu à déborder là du sujet, mais les villes, les femmes dans la ville, c'est un espace, tout à l'heure je le rappelais, c'est un espace aussi de séduction. Et dans la ville, on se part, hommes et femmes, on s'apprête, on montre une image de soi qui est travaillée, qui est belle, éventuellement séduisante si on peut, et si on est en forme ce jour-là. Mais il y a un soin qu'on met à se présenter dans la ville. On s'apprête pour sortir. Et j'aurais tendance à dire, en extrapolant un peu, que jusqu'à présent, en extrapolant beaucoup même, que jusqu'à présent ce soin apporté à la présentation de soi est plutôt du domaine des femmes, et plus que de celui des hommes. Et il me semble que le jour où ce sera partagé, ce souci de plaire, d'être apprêté, d'être beau, etc., lorsque ce sera mieux partagé, on n'aura pas cette situation qui est pourtant pour l'instant celle des villes, et pas seulement des villes, puisqu'on parle des villes, je le dis, mais ça n'est pas seulement là, cette situation où les hommes sont des chasseurs et les femmes sont des proies. Parce que c'est ça la ville aussi. Et c'est ça qui se passe dans les rues de la ville. Voilà, donc moi, maintenant, ces derniers temps, ma réflexion viserait plutôt à essayer de comprendre comment on pourrait sortir de ces rôles stéréotypés où les hommes chassent et les femmes sont les proies, d'une chasse normalement assez douce, mais enfin qui peut aller jusqu'au harcèlement, à la violence, etc. Donc comment changer cette façon de se présenter des hommes et des femmes, cette façon de se comporter l'un à l'égard de l'autre, qui rendra peut-être aussi les villes moins dangereuses pour les femmes. Mais vous allez même plus loin, puisque vous avez déclaré dans Le Monde que quand les femmes se mettront à prendre les devants, à faire état de leur désir, à agir au lieu de réclamer seulement qu'on s'assure de leur consentement, il y aura véritablement une révolution. Donc vous allez plus loin. Oui, enfin, je ne savais pas si c'était trop le sujet, mais pour moi c'est ça qui est frappant pour l'instant, c'est qu'il y a des rôles très stéréotypés. Les femmes passent dans les rues et les hommes les regardent, voir si ça dégénère un peu les siffles, voir s'adresse à elles, plus ou moins délicatement. Mais en tout cas, il y a des rôles très stéréotypés pour l'instant. Et je crois qu'on n'est tellement pas habitué à ce que les femmes puissent être en situation, elles, de... Je ne veux pas dire chasser, le mot est un peu violent, mais si la situation était plus égalitaire entre les hommes et les femmes, il n'y aurait peut-être pas tellement tant d'ennuis dans les rues, il n'y aurait peut-être pas tous ces moments où la drague étant du côté des hommes, elle peut devenir très lourde, voire agressive pour les femmes. Donc je crois qu'il y a quelque chose à conquérir pour les femmes, surtout pour les femmes, parce que de toute façon, c'est ceux qui ont quelque chose à réclamer et qui doivent travailler pour l'obtenir. Il y a quelque chose à modifier dans les rapports des hommes et des femmes, et ça modifiera la manière dont nous traversons la rue, je crois. Christionnès, vous citez les mouvements féministes américains. Est-ce qu'ils vont dans un sens qui peut être celui que Belinda Cannon indique, ou est-ce que c'est tout à fait le contraire, mais autre chose? C'est-à-dire que
bien sûr, ça participe de cette... de partager l'espace, en fait, de partager l'espace public, de partager la place, les places, quoi, de partager la cité, pour prendre un terme un peu citoyen. Non, moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez... C'est surtout par mes étudiants que j'ai été sensibilisée à tous ces mouvements. Moi j'appartiens à une génération où c'est sûr que la question du rapport au féminisme porté par Simone de Beauvoir a été très importante à une époque, avec son ouvrage où justement elle a ouvert une brèche sur la façon dont les femmes et les hommes et les femmes finalement portent la cité, ou quelle était leur place politique aussi. Donc et puis bon, ayant vécu moi-même au Moyen-Orient, jeunesse qui vient du Moyen-Orient, il est sûr qu'on ne peut pas ignorer la dimension politique du rapport des hommes et des femmes. La place qui est faite aux femmes, la place qu'elles prennent pas. Je veux dire, c'est quand même une question qui à l'échelle de la planète, est absolument essentielle. Et qui, je crois, est en train d'évoluer, mais qui peut avancer et reculer. Enfin, je veux dire, on va les avancer, on va les reculer. Parce que finalement, c'est souvent un luxe, finalement, de femmes occidentales, des fois, de considérer qu'il n'y a pas de problème, parce qu'évidemment, on est dans un monde où les femmes peuvent sortir, et encore, comme on l'a dit juste avant. Par contre, ce qui est vraiment frappant dans ces mouvements, donc je trouve que j'ai eu l'occasion de lire les traductions qui ont été faites justement dans cet ouvrage qui a, comme on vient d'évoquer, Reclaim par une enseignante d'ailleurs, Emilia, qui a traduit ces textes, qui les a rassemblés. Ce qu'ils mettent en évidence, c'est des évolutions où ce qui est en jeu, c'est pas... enfin, moi, ce que je trouve très intéressant, ces mouvements eux-mêmes, ils sont en train de se défaire, de se refaire, c'est pas la question. La question, c'est de dire en face les problèmes que les humains rencontrent, comment font-ils place au non-humain, donc à l'animal, et comment est-ce qu'eux-mêmes, ils retrouvent une façon culturelle d'être sur Terre, mais aussi quelle place est-ce qu'on fait, et comment, finalement, les hommes et les femmes et les hommes, prennent à bras le corps des problèmes d'une ampleur gigantesque, qui sont des problèmes qui ont un rapport carrément avec l'équité sociale, avec l'écologie au sens de la capacité de vivre, de continuer à vivre sur Terre. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces mouvements. On voit que c'est des mouvements en général très populaires, qui ont été, mais qui sont d'ailleurs assez dissous, mais qui finalement sont souvent des femmes qui s'étaient réunies pour défendre finalement leurs enfants, leur vie, quoi, la vie la plus ordinaire, quoi. Donc c'était pas du tout des mouvements intellectuels comme on a pu avoir en Occident, le mouvement féministe porté par des intellectuels, même quelqu'un comme Simone de Beauvoir, c'est quand même, elle est la quintessence quelque part d'une culture, avec Sartre, bon, c'était eux qui étaient les leaders d'opinion à un certain moment, sur Paris et en France et ailleurs. Donc là, c'est tout à fait différent. En général, c'est du peuple, des gens qui, finalement, pour survivre, vont se battre. Mais ils se battent pourquoi? Ils vont se battre pour, finalement, un intérêt commun. Il y a quelque chose d'autre, puisque c'est par rapport au nucléaire, c'est par rapport à la déforestation, c'est par rapport à des questions qui sont des questions qui touchent vraiment l'humanité dans sa globalité. C'est ça qui est intéressant. C'est le fait que c'est... c'est pas simplement pour des femmes qui parlent aux femmes, c'est pas du tout ça. C'est dans quelle mesure les femmes ont porté la moitié de ce qu'elles peuvent porter. Oui, je voulais répondre à la question que vous posiez, Frédéric. C'était à propos de est-ce qu'il y a des rapprochements entre ces types de mouvements américains ou français. Ça me fait un peu de peine que vous fassiez tomber tout le féminisme français du côté des intellectuels hors sol. Pas que. Et en parlant de de Simone de Beauvoir, paix à son âme, elle est un peu lointaine. C'est une femme très très importante. Mais je crois qu'il y a des très grandes différences en réalité entre les mouvements d'émancipation européens
et américain, en tout cas français et américain, c'est certain. Et je trouve justement que la question que posent par exemple les féministes américaines, c'est souvent celle du consentement ou bien celle du contrat, qui ne sont pas exactement les questions que nous posons. Par exemple, celle du contrat, chez nous, enfin bon, personne ne pense que nous devons contractualiser les rapports hommes-femmes, les rapports amoureux hommes-femmes. Hein, vous savez, ils remplissent maintenant des espèces de fiches quasiment, ils se mettent d'accord avant, est-ce qu'on s'embrassera, à quel moment, combien de fois, est-ce qu'on aura le droit de se caresser, etc. Tout est contractualisé à l'avance. Bon, il y a vraiment une conception des rapports amoureux et humains qui ne nous a pas encore atteint, heureusement, parce qu'elle est absurde, elle ne correspond pas à ce qui peut se passer entre un homme et une femme dans un rapport de séduction. Et puis il y a cette question du consentement sur laquelle on travaille beaucoup, mais notez bien que tant qu'on reste bloqué sur la question du consentement, qu'on ne va pas plus loin, ça veut dire qu'on considère toujours que les femmes doivent rester dans une position passive et qu'elles doivent donner ou pas leur consentement à la proposition. Moi je dis, et si les femmes devenaient elles-mêmes des forces de proposition dans la relation amoureuse, hein, si elles ne se contentaient pas d'accepter ou pas la proposition qu'il aurait faite. Voilà, donc sur ce plan-là, c'est ce qui vous distingue beaucoup de certains mouvements actuels. Vous êtes souvent en marge. Oui, parce que je trouve que les femmes ne vont pas assez loin. Elles se placent toujours en position passive et de victime et elles réfléchissent. Et ce phénomène des victimes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout le féminisme américain est construit sur l'idée de la sainte alliance des victimes, les femmes, les animaux, la planète, etc. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne manière de penser. Vous avez entendu, au moins, quand je pense, moi, j'essaye de séparer, de distinguer, etc. Et ici, c'est l'inverse. C'est une manière de mettre tout ensemble dans un seul paquet et de dire, voilà, il y a des victimes et on va se battre contre toutes ces formes de victimisation qui sont à l'œuvre dans le monde. C'est vrai que je trouve ça vraiment triste comme conception des humains en général et des femmes en particulier. Soyons des forces de proposition, distinguons le sort des femmes et le sort des animaux, c'est pas le même problème. Et bien sûr que dans les deux cas, il y a des problèmes, mais c'est pas le même. Et donc on va le traiter d'une manière différente. Et je crois que pour ce qui relève en tout cas des femmes et du comportement des femmes et de ce qu'on peut espérer pour les femmes, c'est la montée en puissance et la prise de pouvoir et la prise de liberté. Et non, on ne va pas se contenter de consentir ou pas, on va faire beaucoup plus que ça. Et pour moi, c'est vrai que pour l'instant j'aimerais qu'on le dise plus, j'aimerais l'entendre plus souvent, mais pour moi, ce qu'ont à faire les femmes aujourd'hui, c'est cette montée en puissance de la montée en puissance, je veux dire, de l'accroissement de la liberté d'agir, la puissance d'agir, hein, c'est ça dont je parle. Voilà, donc j'aimerais qu'on aille dans ce sens-là. Et si on veut revenir encore une fois aux femmes et à la rue, si on arrête de laisser les hommes dans la position des chasseurs, ça va changer beaucoup de nos rapports dans la ville. Et qui peut le faire? À mon avis, c'est nous. C'est nous les femmes. C'est-à-dire on doit être cette force de proposition et les hommes intelligents nous suivront et ils seront d'accord d'ailleurs. Hein, les rôles stéréotypés, ça n'arrange pas les femmes, mais ça n'arrange pas les hommes non plus. Le fait de les contraindre dans les rôles masculins stéréotypés, ça ne les arrange pas tous, hein, je crois pas. Vous vouliez réagir? Oui, moi je trouve, non mais je suis sur certains plans d'accord. C'est-à-dire, je pense que c'est vrai que le continent, enfin, les mouvements américains sont extrêmement nombreux. Moi, je me réfère vraiment, je prends acte, hein, plutôt, je rends compte d'un travail qui est finalement porté par un certain nombre de femmes qui finalement travaillent sur des questions de justice sociale, justice environnementale. C'est plutôt ce travail-là qui est en jeu et qui vient pas d'intellectuels, qui vient de gens, des intellectuels se sont rattachés, mais c'est vraiment parti de gens qui se battent pour exister et pour élever leurs enfants. Donc je veux dire, c'est très très intéressant ce mouvement qui d'ailleurs depuis, parce que ça ne dure pas longtemps, c'est des mouvements qui sont assez limités. Moi je pense effectivement qu'il y a une évolution très importante sur ces questions-là, et profondément, les questions qui se posent, qui sont des questions politiques en fait, profondément économiques, donc culturelles, esthétiques aussi, éthiques, elles
elles mettent en évidence la nécessité vraiment de trouver des alliances entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est profondément marqué. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans le mouvement, par exemple, Reclaim, sur lequel j'ai pu lire dans cet ouvrage de traduction avec justement Catherine Larère qui participe de ce mouvement. Ils ont fait connaître des textes qui n'étaient pas traduits, même si on dit, pas pareil, une fois qu'on a la traduction, on voit une certaine accumulation de choses, et on voit des mouvements, effectivement, c'est ça qui est très intéressant, qui viennent aussi pour finalement permettre d'envisager des questions dans toute leur globalité qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, et ça a certainement été le cas depuis toujours, il faut être capable de transformer les conditions de vie et de permettre à tous de vivre sur la Terre, ce qui est loin d'être évident. Je pense que c'est ça qui est très très intéressant. Alors pour ce qui est de Simone de Beauvoir, je partage tout à fait si peut-être je me suis exprimée rapidement, j'ai tendance à faire ça. Moi le deuxième sexe était très important pour moi dans ma lecture. Je connais à peu près tout ce qu'elle a écrit. Je pense que c'est une femme très importante, très intéressante. Bon, évidemment, elle participait d'un milieu intellectuel. C'est intéressant aussi de voir les mouvements qui viennent du peuple. Il y a des gens qui se battent pour gagner leur vie au jour le jour et élever leurs enfants. C'est ça qui est intéressant. Mais qui s'occupent aussi de causes politiques qui les dépassent. Et c'est ça qui me paraît très très important. C'est pour ça que je trouve, et pour terminer, je trouve que cette question, justement, en tout cas c'est vraiment ma conviction profonde, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui à nous tous dans la façon de faire établissement humain, en tout cas les écoles d'architecture on le voit, elles requièrent que les hommes et les femmes s'allient pour y répondre. C'est vraiment ça l'enjeu numéro 1. Alors justement, on va parler d'un sentiment qui concerne les hommes et les femmes, à égalité certainement, mais peut-être que les femmes en sont plus victimes. C'est le titre d'un livre de Belinda Cannon, c'est le sentiment d'imposture. Et donc l'imposture n'étant pas au sens premier du terme, c'est le sentiment que l'on a en soi quand on a l'impression de ne pas être à sa place. C'est vrai que les femmes peuvent être peut-être plus concernées par cela. En tous les cas, c'est que beaucoup d'enquêtes montrent que les femmes à un certain niveau de responsabilité vont considérer qu'elles ne sont pas directement à leur place, elles ont peut-être franchi un niveau, ou elles vont s'empêcher de franchir un niveau, justement à cause du fait qu'elles pourraient penser être en imposture. Alors ce texte que j'ai extrait du sentiment d'imposture, ces deux petits textes, en fait, c'est La Châtelaine et Un homme, un vrai. Et après, on en discutera. Donc, Joseph Brio pour cette 4e lecture. La Châtelaine. À force de réfléchir au sentiment d'imposture, tu as fini par le repérer dans bien des œuvres et des situations qui paraissaient de prime abord raconter autre chose. Rebecca. Dans le roman de Daphné du Maurier en 1938, comme dans la belle adaptation qu'en a tiré Hitchcock en 1940, une simple et jolie jeune fille épouse un richissime et veuf lord anglais dont elle est amoureuse. Le conte de fées commence à s'effriter lorsqu'elle arrive à Manderley au château et constate que la place de Lady de Winter est prise. La somptueuse Rebecca, dont le bateau a sombré un jour de tempête, hante les lieux et les esprits. Dans le film, on ne verra jamais cette femme qui a apposé son air partout et qui vivait dans la plus belle aile de la demeure, à présent fermée. Rebecca est une sorte de fantasme auquel la nouvelle femme confronte sa propre médiocrité, pense-t-elle. Imposture. Au téléphone, quand on demande Lady de Winter, elle répond que celle-ci est morte il y a 1 an. La jeune fille pauvre et à l'identité si floue qu'elle n'est jamais nommée, il faudra attendre la fin du roman, la résolution de l'énigme, pour qu'elle accède enfin à un nom propre. C'est moi maintenant qui suis Madame de Winter. Ignore les usages du grand monde, ne sait pas se comporter avec les serviteurs, se déplace furtivement, ne s'intéresse pas à sa tenue, n'arrive pas à remplir la place considérable laissée vacante par Rebecca. Place qu'elle n'est pas certaine de pouvoir combler dans le cœur de son mari non plus. Le mariage, comme dans la vie le simple passage du temps, en a fait une femme. Mais comment est-ce d'être une femme? Elle se met en quête d'informations. Comment était Rebecca? Comment vivait-elle?
Et l'on sent que derrière ces interrogations, lorsqu'elle demande « Comment est-ce d'être Rebecca ?», sa question signifie « Comment est-on femme ?» Aucune réponse ne pourra la rassurer. La femme Rebecca était la plus belle créature qu'on ait jamais vue, ceci pour le physique. Intelligente et spirituelle, ceci pour l'esprit. Pleine de goût et sachant s'habiller, ceci pour la distinction. Naviguant comme un marin, excellente même sur un terrain masculin. Admirée de tous, ceci pour la fierté du mari. Les représentations de Rebecca construisent l'image idéale de la femme. Et quelle femme de chair et de sang pourrait être la femme ? Case abstraite, d'où l'invisibilité de Rebecca. Forme superlative de la féminité à laquelle la jeune fille à peine sortie de l'enfance ne peut correspondre. Tu penses à ces femmes qui t'ont confié un jour souffrir de ne pas savoir ce que c'est qu'être une femme. Dans le secret de la confidence, elles te disaient cette étrange difficulté à se sentir féminine. Toi, tu les trouvais parfaitement féminines. Et tu voyais leurs efforts en rajoutant dans les signes extérieurs de féminité, ou bien au contraire, un peu garçonne ou encore agressive, anti-homme, façon maladroite de se persuader de leur identité en affirmant une ontologique différence, tout à leur avantage. Tu as ainsi compris qu'être femme était aussi une posture, car une femme est un être doté d'un corps de femme. Or, cette évidence biologique, tu ne saurais dire ce qui distingue les femmes. Un cerveau de femme, qu'est-ce que c'est ? Pas sûr qu'au-delà des déformations culturelles, on puisse jamais trouver une spécificité féminine. Au-delà des effets d'apprentissage, de mimétisme, de conditionnement, rien n'a jamais permis de distinguer un cerveau de femme d'un cerveau d'homme. On ne naît femme que physiquement. On le devient en s'identifiant à des modèles maternels, puis aux modèles que la culture au sens le plus large met à notre disposition. Modèles peu souvent gratifiants d'ailleurs. Dans certains cas, les identifications vont de soi. On a alors l'impression d'être une femme sans l'ombre d'un doute, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Dans d'autres cas, cette identité est problématique. Il est vraisemblable d'ailleurs que les femmes qui ne se sentent pas féminines ne se sentent pas masculines pour autant, qu'elles ne se sentent rien. On se confronte alors à des modèles fantasmatiques inaccessibles, les Rebecca, auxquels, faute de savoir s'inventer, l'imposteur au féminin désire vainement se conformer. Un homme, un vrai. Ce n'est pas beaucoup plus évident pour les hommes. Rebecca a un frère, le bel Antonio. En Sicile, pays de Pirandello, auteur comme nul autre de l'imposture, du soi divisé, multiplié, errant, être un homme n'est pas une mince affaire. Et si tu as tendance à croire que cela ne l'est nulle part, il se trouve que plusieurs auteurs siciliens ont écrit sur cette question. Leonardo Sciascia note « Une bonne partie des rêves des Siciliens continuent de tourner autour de la femme. Le devoir en faire la femme demeurant un devoir-être. On est un vrai Sicilien si on a des femmes, si l'on est obsédé par elles, parce que telle est la nature de l'homme véritable. Ravagé par une insécurité profonde, une terreur existentielle, une instabilité fondamentale, le Sicilien doit répondre par force à l'appel du sexe. » Et il ajoute que le Sicilien est intimement convaincu qu'il est le meilleur pour les choses de l'amour et de la sexualité. En somme, tout comme la jeune fille confrontée à l'image de Rebecca et se demandant ce que c'est qu'être une femme, le jeune homme sicilien, mis en face d'une telle exigence, d'un rôle aussi grandiose et flou, qu'est-ce qu'être le meilleur en amour, a de fortes chances de ne pas pouvoir occuper la place et de se sentir imposteur dans les affaires viriles. Vitaliano Brancati, dans Le Bel Antonio en 1949, ne traite pas d'autre chose. Antonio est si beau que nul ne résiste à son charme, et ses parents même doivent assouvir leur désir de le caresser. Une telle beauté ne peut parer qu'un don Juan. Or, au bout de 3 ans de mariage, l'indiscrétion d'une servante révèle au monde que le bel Antonio est impuissant. Dans le film que Mauro Bolognini a tiré du roman, en 1960, le père incarne à merveille la forfanterie masculine. Il trace le destin du fils en lui prêtant une vie de Casanova et en rappelant sans cesse sa propre vigueur. De quoi être écœuré. Le fils, en effet, paraît affecté par cette sorte d'obscénité du père. Et comme on voit des enfants faire, en guise d'inconsciente et radicale protestation, tout le contraire de ce que les parents attendaient d'eux, le bel Antonio ne peut se sacrifier aux exigences du mariage. Au-delà de l'anecdote, l'histoire raconte toute la difficulté de se conformer à la case de la virilité telle qu'elle est proposée par les Siciliens. Antonio est un tendre qui ne peut que se sentir imposteur dans le rôle outré où sa culture le place. À tes amis féministes, que tu soutiens d'ailleurs sans réserve, tu rappelles souvent que, même pour ceux qui ne sont pas siciliens,
Il n'est pas si simple d'être un homme et que les images prêtes à porter peuvent même être assez terrifiantes. Voilà, merci Joseph Priault. Donc c'est un texte qui dit toutes les difficultés d'être un homme aussi. Qu'est-ce que vous en tirez, ce sentiment d'imposture, vous l'exprimez comment? Si vous voulez bien, je répondrai à côté. Le sentiment d'imposture, donc, vous l'avez compris, c'est un sentiment très général et qu'on éprouve tous dans des tas de lieux de l'existence. Ici, vous avez très opportunément extrait ces deux passages où je parle de la difficulté d'habiter ces rôles qui nous sont proposés par la société, être un homme, être une femme. Et là, on a deux exemples très frappants du fait que être un homme, être une femme, ce sont des constructions, ce sont des identifications, en effet, qui nous permettent de construire cette identité bizarre, être un homme, être une femme, et que parfois, ça n'est pas si simple. Et parfois, ça ne va pas de soi. Parfois, on se sent absolument une femme, on ne sait pas pourquoi, mais il y a aussi ceux qui ne se sentent pas une femme. Et pareillement pour les hommes, même si c'est peut-être moins général. Peut-être que j'ai souvent entendu des femmes dire je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Je n'ai pas entendu des hommes me dire ça, mais j'étais peut-être pas très bien placée pour recevoir ce genre de confiance. Il me semble que c'est difficile d'être un homme, un vrai, par exemple, mais pas d'être un homme. Ça, il faudrait demander à la salle ce que vous en pensez, ou à vous, Frédéric. Il me semble que c'est moins global le problème. C'est être un certain type d'homme qui pose un problème. Tandis que vraiment, souvent, j'ai entendu les femmes dire je ne sais pas ce que c'est la féminité, je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Et toujours très frappant, donc, pour moi, c'est très souvent des femmes que moi je trouve très féminines. Bon, bref. Voilà, donc le sentiment d'imposture, il peut porter sur des tas de moments d'existence, mais aussi sur ces rôles que nous avons à jouer, parce que ce sont des rôles en réalité. Et voilà, il est très partagé donc, entre les hommes et les femmes. Il me frappe d'entendre ce texte que j'avais écrit 5 ans avant Pénélope, et dont Pénélope est la tentation de Pénélope est un déploiement, mais c'est toujours ces mêmes idées. D'ailleurs, vous disiez dans Le Monde récemment que dans la tentation de Pénélope, vous vouliez mettre en lumière qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Oui, c'est une autre question, mais aujourd'hui c'est très frappant, vous en parliez tout à l'heure, c'est très frappant qu'il y a toutes sortes de féminismes. Mais quand j'ai écrit Pénélope 2009, c'était pas si clair. Enfin, il y avait clairement au moins 2 catégories de féminisme à ce moment-là. Et c'est pourquoi j'avais écrit le livre aussi. Je voulais dire, attention, il n'y a pas qu'une façon d'être féministe, il y a plusieurs. Et alors aujourd'hui, c'est devenu encore plus saisissant. Parce que justement, on a cette pénétration du féminisme à l'américaine qui devient très puissante. Et voilà, il y a vraiment toutes sortes de positionnements des femmes. Et il ne faut pas tout mélanger. Si quelqu'un vous dit je suis féministe, faut lui demander mais comment? À part ça, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, donc il y a plusieurs positionnements, c'est très bien, c'est très simple, ça veut dire qu'il y a un vrai débat, il y a une vraie pensée qui est en train de se chercher, et donc ça passe par ces positionnements différents. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, c'est vraiment pas sur les rôles hommes-femmes dont je parle, mais sur les manières d'envisager notre accès à l'égalité. On veut toute l'égalité, et on pourrait peut-être dire on veut tous l'égalité, hommes et femmes, en tout cas les femmes, mais on n'a pas tous la même conception des moyens qui pourraient nous y conduire. Et voilà, donc il y a une manière qui nous ralentit et d'autres qui accélèrent, je crois. Est-ce que ces évolutions des féminismes peuvent avoir une répercussion sur la ville? Oui. Moi, c'est bon. Il y en a vraiment, je pense qu'il y en a. Il y a vraiment des. Je suis frappée, moi je suis tout à fait, je pense absolument la même chose, c'est-à-dire que le féminisme, ça se met au pluriel. Et il y a plus, d'ailleurs, il y a plus d'une femme, plus d'un homme, et c'est la multiplicité qui est vraiment intéressante. On simplifie vraiment en les.
je pense que c'est la diversité des façons d'être femme, d'être homme, ou d'être dans cette interrelation homme-femme, qui est vraiment intéressante, comme il y a une diversité de la biodiversité, il y a de la diversité bioculturelle extrêmement importante. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Alors après, il est sûr que il y a une évolution qui se passe, en tout cas dans la façon de se former à la question architecturale, parce qu'il y a quand même cette question d'une vraie question sur la question de l'espace public, parce que déjà il y a une crise de l'espace public dans l'absolu, mais il y a aussi le fait de se dire que comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on est capable d'inventer, d'imaginer de nouvelles façons finalement de partager l'espace. Je crois que c'est vraiment la grande question du XXIe siècle. On a pris conscience qu'on est dans un monde extrêmement limité, extrêmement divers. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des forces très contradictoires qui s'opposent. Et tout ce qui touche le rapport aux femmes, hommes-femmes, on va évidemment traverser par ces éléments. Soit on va homogénéiser les choses, ou au contraire on les explose quelque part. L'idée de retrouver des terrains communs est très 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 important. Je crois que il y a des façons d'être femme, des façons d'être homme. Par contre, il y a une vraie... il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui d'une ampleur extrême d'un point de vue écologique, notamment, mais pas seulement, d'inégalités aussi sociétales, qui font que cette question du genre, elle vient quand même beaucoup dans la vie contemporaine. Parce que comment faire que l'espace public soit vraiment un lieu de rassemblement où puissent se trouver des diversités de comportements qui correspondent un peu à ce qui est un peu aussi une mythologie de la grande ville, hein, où on a l'impression que tout était possible, que toutes les catégories se rassemblaient. Bon, je trouve que la question des genres, c'est quelque chose qui est peu présent en France, très peu présent, très impressionnant quand on va, c'est vrai, aux États-Unis ou au Canada, on voit qu'il y a une présence de la question des genres beaucoup plus marquée qu'on ne l'a en France notamment, mais même en Europe en général. Et je trouve que la question de ce qui fait établissement humain est très intéressante pour poser ce type de questions des rapports hommes-femmes. C'est un peu ce qu'on disait pour démarrer avec la vie. Je vous remercie. Je vous propose Joseph Brio, Chris Funes et Belinda Cannon de les applaudir pour cette prestation. Je vous remercie chaleureusement. Et je vous invite à aller dans le hall puisque Chris Funes et Belinda Cannon vont, si vous le souhaitez, signer leurs ouvrages qui sont à l'entrée de l'auditorium. Merci encore. Merci.